Nous sommes en avril et c'est le mois bleu. Avril bleu dédié à la sensibilisation à l'autisme à travers le monde. Hebdo Santé lui consacre ce numéro avec un point d'honneur sur l'importance du dépistage précoce. Bonjour et bienvenue sur Média. Avec nous pour parler de ce sujet, professeur Kwa Assema Médard, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Bonjour professeur. Bonjour. Alors vous êtes psychiatre, psychothérapeute, vous êtes également le directeur coordonnateur du programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire. Alors voilà un peu plus de 15 ans que votre programme donc veille à la santé mentale des Ivoiriens. Alors, que de chemin, professeur. Oui, merci pour l'occasion que vous nous offrez. Et nous voudrions, au nom du ministre de la Santé, j'ai nommé M. Pierre Demba, qui nous a nommés à cette lourde responsabilité, à cette tâche, pour justement adresser la question de la santé mentale des populations. Donc plus de 15 ans pour accompagner les populations à renforcer leur bien-être psychologique, parce que la Côte d'Ivoire a traversé un peu plus de 15 ans de difficultés sociales, politiques, beaucoup d'événements, beaucoup de situations de santé ont affecté la santé mentale des populations. D'accord, et ces populations ont été marquées, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. D'accord, en tout cas merci beaucoup. Également avec nous sur ce plateau, Madame Sandrine Kanga, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la vice-présidente de l'association Parents au cœur bleu et mère d'enfants autistes, et il a 11 ans. Alors dites-nous, pourquoi Parents au cœur bleu? Parents au cœur bleu, parce que c'est une association de parents d'enfants autistes et le bleu est la couleur est liée à l'autisme. Le bleu est la couleur de l'autisme. Donc sur ça, on ne s'est pas vraiment attardé pour qu'on se fasse remarquer plus vite aussi. Nous avons appelé l'association Parents au cœur bleu. D'accord. Alors nous sommes donc dans le mois de l'autisme, avril bleu. L'autisme, qu'est-ce que c'est, professeur? Merci. L'autisme, du point de vue médical, est un problème de santé. D'accord. Alors, quel type de problème de santé? Dans le domaine de la santé, il y a deux sous-composantes de problèmes de santé. Il y a ce qu'on connaît tous, la santé physique, et ce qu'on connaît moins, c'est la santé mentale, les problèmes de santé mentale. Et l'une des sous-composantes de la santé mentale, c'est ce qu'on appelle la santé liée au développement. D'accord. Donc c'est la santé développementale qui est associée aussi à la santé du cerveau. D'accord. Alors donc l'autisme est un problème de santé lié au développement précoce de l'enfant et ça survient avant l'âge de 3 ans. Ah bon? Oui. Et c'est ce problème de développement qui va générer des situations de handicap qu'on appelle handicap cognitif et qui vont limiter la personne qui vit cette expérience, qui a ces difficultés dans ses capacités d'autonomie, dans ses capacités de communication ou d'être en relation avec les autres. D'accord. Alors, professeur donc a donné, je vais dire, l'âge limite, c'est 3 ans. Dans votre cas, Madame Kanga, ça a commencé quand, chez votre enfant? L'âge, je ne peux pas vraiment dire à quel âge ça a commencé, parce qu'en ce temps, je ne savais pas ce que c'était l'autisme, mais quand l'enfant a eu 2 ans, j'avais constaté qu'il ne parlait pas encore. Jusqu'à 2 ans? Jusqu'à 2 ans. Il ne disait pas maman, il ne disait pas papa. Et bon, moi en tant que mère, je savais qu'il entendait très bien, mais je voulais être rassurée pour savoir pourquoi il ne parle pas. Donc c'est dans cette quête-là que plus tard, on a pu avoir un diagnostic. Un diagnostic, d'accord. Donc il ne parlait pas? Il ne parlait pas. D'accord. Il parlait comme un bébé, comme on dit, le docteur peut connaître le terme, mais il n'y avait pas de mots. D'accord. Il n'y avait pas de mots, il imitait les sons, tout, et il n'y avait pas de mots. Alors, par quel signe on peut vraiment reconnaître un enfant qui souffre de l'autisme? Justement, Madame Kanga a bien présenté la situation d'une maman qui est inquiète. Et ce qui nous intéresse justement dans ce mois d'avril bleu, c'est de sensibiliser, de prêter attention à ces signes d'alerte précoce autour de l'âge de 18 mois, 2 ans, comme elle a dit. 4 éléments nous intéressent. Lesquels? Le premier élément, c'est le regard
de ce nouveau-né ou bien de ce nourrisson, il ne regarde pas. Il fuit un peu le regard. Premier élément. Deuxième élément, elle a dit, il entend bien, mais il ne réagit pas. Deuxième élément. Troisième élément, c'est ce qui inquiète le plus les parents, et elle a dit, c'est qu'ils ne parlent pas, parce qu'en fait, parler, c'est pas qu'émettre des sons. Il y a des mots. C'est de pouvoir prononcer les mots. Prononcer les mots. Papa, maman, par exemple. Voilà. Oui. Donc, il va faire des sons, mais il ne parle pas. Quatrième élément, c'est qu'il ne peut pas pointer des objets. Pointer des objets. Fixer des objets avec son doigt. Vous voyez, ces 4 éléments, précocement, suffisent déjà pour dire attention, il y a un problème, il y a un écart de développement chez l'enfant et il faut vite intervenir. D'où l'importance, j'allais dire, de sensibiliser tout le monde, tous ceux qui sont au contact avec les enfants au cours de la petite enfance, déjà autour de 2 ans, 3 ans, pour qu'on puisse repérer ces petits signes, et commencer à travailler, à améliorer et à corriger ces désordres. D'accord. Sinon, après, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu plus compliqué. Oui. Ah d'accord. Donc, lorsque c'est vite diagnostiqué, oui, on peut commencer à faire la rééducation précoce et ça permet de redresser cette courbe de développement qui a été perturbée. Parce que dans cette période, avant 3 ans, le cerveau est encore malléable. D'accord. Le cerveau, c'est un peu comme, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc, on peut jouer, on peut modifier, on peut rattraper certaines choses. Mais après, ça va être un peu plus compliqué. Et c'est lorsque le cerveau est formé, ça va être un peu plus compliqué d'agir. Il est plus dur. D'accord. Alors, Madame Kanga, vous observez donc ces signes-là et vous partez donc en consulter, c'est ça? Oui. Et on vous dit que votre enfant... Il n'a rien, non. Maman, vous êtes pressée, ne vous inquiétez pas. Maman, vous êtes pressée, il va parler. C'est normal, les petits garçons ne parlent pas vite. Certains enfants aussi prennent le temps. Mais ça va venir. Parce que l'enfant a vite marché. Bon, il a vite fait les 4 pattes, il a vite marché. Donc, on s'est dit, il va parler. Il prend peut-être juste du retard au niveau du langage, mais ça va venir. Donc, c'était comme ça. Et à quel moment on vous a dit qu'il souffre de l'autisme? Bon, dans cette quête-là, j'ai mis vraiment beaucoup de temps. Parce que après ça, je voulais être encore... Je n'étais pas rassurée. Ça, c'est un instinct de mère. Vous n'êtes pas rassuré. Donc, je me suis guidée vers, je ne sais pas si ça se dit, je suis allée vers comment on peut dire, un ORL pour voir est-ce que ça va bien parce que l'enfant ne parle pas, je veux. Donc, lui, il nous a dit, ok, on va faire un examen pour voir si l'enfant entend très bien. Et j'ai dit, l'enfant entend très bien. Il dit, non, mais moi, je veux savoir. Donc, on a fait l'examen. Et après l'examen, il nous a envoyé voir une orthophoniste. Et c'est elle qui a dit, elle, juste 5 minutes, quand elle observait, en ce temps, l'enfant avait peut-être 4 ans. Il parlait toujours pas? D'accord, ça devenait inquiétant maintenant. Non, il avait 3 ans, je crois. 3 ans, voilà. Donc, elle, quand elle a vu, elle dit, je pense qu'il doit avoir un problème de développement. Je pense, un trouble du développement, je pense. Mais je vais vous envoyer vers un centre pour avoir vraiment confirmation. Donc, elle nous donne une adresse. On appelle, on nous dit d'attendre. On est sur la liste d'attente, on attend. On a attendu vraiment longtemps. Et en temps, j'ai ma mère qui partait à l'hôpital avec mon fils. Et comme il bougeait beaucoup, il criait, il fatiguait tout le monde. Il y a une dame qui était là et qui nous a donné une adresse, le centre de guidance infantile. D'accord. Donc, on est allé là-bas et c'est là-bas qu'on a eu son diagnostic. Et on vous dit que votre enfant est autiste. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ça? Je ne savais même pas ce que c'était d'abord. D'accord. Donc, je vais déjà sur Internet pour voir un peu ce que c'est que l'autisme. Et quand je vois tous les symptômes, toutes les caractéristiques de l'autisme, je vois mon enfant en même temps. Et là, j'ai l'impression qu'on est condamné, quoi. Parce que je me retrouve seule avec un enfant et le père n'est plus.
Donc, l'enfant est autiste. Et pour moi, il ne va pas évoluer, il reste comme ça. Et comment moi je peux... franchement, je me disais que Dieu n'existait pas. On nous a menti, Dieu n'existait pas parce que si Dieu existait, il allait avoir un peu de compassion. L'équité un peu dans la vie, l'équité quand même. Parce que si son papa n'est pas là, il ne peut pas être autiste. Donc, bon, c'était un coup dur, mais j'ai eu la chance d'avoir la famille, des amis qui ont été là pour me soutenir. J'ai eu aussi la chance de connaître l'association AREA, c'était une première association, la Page Blanche, parce que c'est là-bas que j'ai envoyé l'enfant dans un premier temps. Donc là-bas, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de parents dans la même situation que moi. Et puis, dans une situation même, il y a d'autres enfants qui étaient dans des situations encore plus compliquées que la mienne. Donc là, j'ai commencé à accepter et puis à comprendre que je n'étais pas seule dans cette situation-là. Madame Kanga a eu plus de chance, professeur, parce que cette maladie est souvent l'objet de préjugés mal perçus dans notre société. Oui, justement parce que déjà les problèmes de santé mentale ne sont pas perçus comme des problèmes de santé. Encore plus, les problèmes de santé développementale ne sont pas perçus, et dans son intervention, c'est très intéressant de voir une mère qui insiste, un professionnel de santé, qui veut savoir ce que son enfant a, oui. Même un pédiatre ne sait pas. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne prend pas en considération ces petits signes ou ces inquiétudes des parents. Et souvent, ils vont dire non, ça va aller. Or, en matière de santé développementale, avec le temps, ça s'aggrave. Bien sûr. Avec le temps, ça se complique. D'où l'intérêt à la fois de sensibiliser les parents pour leur dire s'il y a ces petits signes, insister, persister. Bien sûr. Si vous ne trouvez pas gain de cause avec l'infirmier, avec le médecin généraliste, avec le pédiatre, avec le neurologue, contactez les centres publics, contactez le programme national de santé mentale, on trouvera la solution partout en Côte d'Ivoire. Première des choses. Deuxième des choses, la cible de Avril Bleu, c'est le professionnel de santé. Pour qu'ils soient sensibilisés eux-mêmes sur l'importance de quoi? Sur l'importance du suivi du développement des enfants. Très souvent, les agents de santé sont plus outillés pour faire les pesées, essayer de voir est-ce que l'enfant marche, est-ce que l'enfant fait la fièvre, est-ce que l'enfant est bien nourri, est-ce que l'enfant... Voilà, tous les problèmes de développement somatique. Or, dans ce cas, on est dans le développement intellectuel, dans le développement, dans la communication, dans la relation interpersonnelle et dans le comportement. Et justement, pour nous, pour régler efficacement ces erreurs ou ces errances en matière de diagnostic, il faut agir tôt, il faut mieux sensibiliser dans les PMI, dans les maternités, dans les centres de santé, dans les hôpitaux généraux, dans les CHR de tests et en plus dans les centres sociaux. D'accord. Pour que dans les crèches, dans les maternelles, précocement, on regarde, on suit le développement de l'enfant, on reste alerte devant des écarts de développement pour rattraper des situations et pour soulager justement le poids financier, le poids en termes de temps, la stigmatisation dont sont victimes à la fois les personnes concernées et les familles. D'accord. Alors, vous avez salué un peu, je vais dire, Madame Kanga qui a insisté, qui a persisté. Alors, mais je vais dire, pour éviter de perdre le temps, lorsqu'on observe par exemple ces signes chez un enfant, qui il faut aller voir? Alors, dans le dispositif normal et qu'on va essayer de normaliser parce que c'est en construction, quand on a ces petits signes, de la même manière qu'on dit, si votre enfant fait la fièvre, fait la diarrhée, qu'il aille dans le centre de santé le plus proche. Nous, au niveau du programme et sur instruction du ministre, ce message doit suivre. Si vous observez des petites perturbations dans le développement de l'enfant, allez dans le centre de santé le plus proche. D'accord.
Mais derrière ça, le programme lance, une sensibilisation et une formation qui aura lieu dès le deuxième trimestre 2023 pour sensibiliser et former les professionnels de santé de premier contact pour qu'ils aient à leur disposition des outils simples pour faire le dépistage précoce de l'autisme. D'accord. De telle sorte que quand ils font le dépistage, qu'ils voient qu'il y a un risque d'écart de développement, ils peuvent orienter vers les structures psychiatriques à l'intérieur, dans un premier temps, le temps qu'on décentralise les unités de référence qui sont sur Abidjan, vers au moins les 10 pôles d'excellence demandés par le ministre de la Santé, de telle sorte que partout en Côte d'Ivoire, on ait des unités de diagnostic et de prise en charge précoce au niveau du secteur public pour que ça soit à moins de coûts et pour que l'accessibilité géographique aux populations soit la plus rapprochée possible. C'est bien de savoir tout ça, en tout cas c'est intéressant. Alors Madame Kanga, est-ce que le fait que votre enfant, vous avez pu le dépister assez tôt, est-ce que ça permet... Pas assez tôt, parce que ça n'a pas été assez tôt. Ça n'a pas été assez tôt, on a insisté, mais ça n'a pas été assez tôt. D'accord. Ça a été, on peut dire un peu tard même, parce que c'est vers 6 ans. 6 ans. Finalement. Oui, finalement. C'est vers 6 ans qu'on a pu avoir un diagnostic. D'accord. Donc ça n'a pas été assez tôt. D'accord. Et c'est comment son état? C'est bon, il s'en sort? Bon, il essaie de s'en sortir, mais je pense que si la prise en charge avait été faite plus tôt, si on avait vite eu son diagnostic, je pense que ça allait être beaucoup mieux. Peut-être même qu'il allait sortir de l'autisme parce qu'il y a un examen qu'on appelle le CAS qu'il a fait à 6 ans, il avait 40. C'était un autisme sévère. Aujourd'hui, il a 31,5. Ça s'améliore? Ça s'est amélioré. D'accord. Donc, il est autiste moyen à 11 ans. Donc, je pense que si, peut-être à 3 ans, on avait eu un diagnostic, peut-être qu'on ne serait plus en train de parler d'autisme. Peut-être. D'où l'importance donc du combat Il y a une information très importante à prendre en compte. Oui. Une chose, c'est de repérer les signes d'alerte, de voir les écarts. L'autre étape, c'est de dépister. La deuxième étape, c'est la question du diagnostic. Mais en matière de santé développementale, surtout dans le domaine des perturbations du développement, le second message apporté aux professionnels de santé, c'est de dire, le diagnostic, oui, mais on n'a pas besoin d'attendre totalement tous les bilans, toutes les évaluations spécialisées pour commencer la rééducation du cerveau. Ah bon? Oui. D'accord. Ça, c'est très important. Et nous, au niveau du ministère de la Santé et sur instruction du ministre, on va mettre à contribution tous les spécialistes en matière de rééducation. Tous les spécialistes en matière de rééducation. Donc, je pense aux kinés. D'accord. Très souvent, les kinés pensent que la rééducation qu'ils doivent faire, c'est la rééducation physique. Or, on va les former pour qu'ils puissent intégrer dans leur paquet d'intervention, dans leurs compétences, la rééducation fonctionnelle des enfants, des adolescents qui ont des troubles du développement. Pourquoi? Parce qu'on a dans notre système de santé au moins 150 kinés qui sont dans les CHR, les hôpitaux généraux CHU, où les séances de kiné sont à moins de coût. Donc vous comprenez qu'on a des ressources humaines qu'il faut capaciter pour pouvoir renforcer le deuxième dispositif que le ministère de la Santé va mettre en place. C'est que d'ici 2024, on aura 20 orthophonistes qui sont des spécialistes de la rééducation, de la communication, de la parole et du langage, qui vont justement aider à mieux gérer de façon intégrée dans le système de santé les questions de développement, d'écart de développement, parce que jusqu'à présent, malheureusement, la prise en charge, est portée et supportée financièrement par les familles. 2, la prise en charge se fait à 70% dans le privé et c'est un poids financier.
c'est un poids social, c'est budgétivore, c'est chronophage pour les familles et ça peut rendre les familles vulnérables. Bien sûr, ça peut être un frein même. Ça les rend. Ça les rend vulnérables. Ça les rend vulnérables et puis ça peut même constituer même un frein même. Oui, justement. oui, parce que nous, par exemple, la prise en charge de mon fils, par exemple, ça n'a pas été continu. Hein. Il y a des périodes où on a dû arrêter parce que ça demande vraiment beaucoup de moyens. Donc, quand on est essoufflé, on arrête, après on reprend, on arrête, on reprend. Alors que si c'était continu, on aurait pu bien avancer. D'accord. Alors vous pensez donc à ce volet-là aussi, rendre vraiment la prise en charge à moindre coût? Oui, justement parce qu'il faut amener cette prise en charge dans le secteur public et à partir de ce moment, faire un abattement sur les séances de rééducation. Aligner les séances de rééducation spécialisées sur les séances de rééducation physique comme la kiné, au moins si on a entre les fourchettes de 1000 à 2000 francs par séance, c'est un peu supportable pour les familles. Je sais que c'est encore élevé. C'est encore élevé. Mais c'est au moins supportable. D'accord. On salue donc vos actions, certainement, qui vont permettre de rendre certainement la prise en charge. C'est la raison pour laquelle on félicite l'action de mobilisation sociale, de plaidoyer des associations. Parce que c'est surtout des parents de parents cœur bleu, de pousser, d'éveiller. Nous, on est la force, on intervient pour le compte du ministère de la Santé, mais une synergie d'action des ONG en Côte d'Ivoire va permettre de faire de l'autisme une cause nationale et des décisions peuvent être prises positivement en faveur des familles. Alors, j'allais justement demander, parents au cœur bleu, avec les autres organisations, que faites-vous ou alors qu'est-ce que vous comptez faire pour appuyer donc le ministère de la Santé à travers le programme de santé mentale dans la sensibilisation? Bon, moi je parle au nom de Parents au cœur bleu. D'accord. Parce que c'est Parents au cœur bleu que je connais. Parents au cœur bleu, nous c'est la sensibilisation. Et nous avons même commencé dans les écoles depuis 2020. Nous avons commencé la sensibilisation dans les écoles, un peu partout, pour déjà alerter déjà les familles, les élèves, les parents. Et puis aussi, tout le monde pour dire déjà, c'est vrai qu'ils sont autistes, ils ne sont pas contagieux. Voilà ce que c'est que l'autisme déjà pour amener les uns et les autres à les accepter déjà parce qu'ils sont stigmatisés, ils sont un peu... puisqu'on ne les comprend pas. Moi, je ne blâme pas les autres, mais ils ne les comprennent pas. Donc, ils ont peur, les autres ont peur de la différence. Donc, ça veut dire que c'est vrai qu'ils sont différents, mais ils sont comme vous. Ils sont comme nous, ils sont comme tout le monde. Déjà, c'était ça qu'on avait commencé. Et avec le programme national de santé mentale, aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Mais nous sommes encore dans la sensibilisation pour dire aux parents que nous, par exemple, on a dû apprendre ça à nos dépens. Avoir les signes, on a vu les signes mais sans les connaître. Sans les connaître à nos dépens, on s'est un peu cherché. D'autres même n'acceptaient pas, d'autres voyaient les signes. Moi, par exemple, j'ai persisté, mais d'autres n'ont pas. Ils n'ont pas persisté quand le docteur dit il n'y a rien. Et que quelqu'un même dit, non, ton enfant doit avoir un problème. Il dit, non, le docteur dit il n'y a rien. Parce que le parent même est déjà dans le déni. Il ne veut même pas que son enfant ait un souci. Donc, vous voyez, nous, aujourd'hui, on va avec eux pour dire on a des cas, on peut dire des cas pratiques. Oui. On a des cas pratiques. On n'a pas bénéficié des informations qu'il y a en ce moment. Et nous, on veut dire à tout le monde, voilà, nous, on sait, on a été un peu les cobayes. Donc, vous, justement, suivez. Voilà, c'est pourquoi vous portez la lutte. C'est ça. Justement. Voilà, alors, donc, pour terminer, professeur Quoi, on rappelle que le dépistage précoce est très bénéfique donc, pour améliorer la vie donc, de ces enfants, de ces personnes atteintes, pour sauver la vie. Oui. D'accord. Parce qu'il y a la vie biologique, mais il y a la vie sociale. Parce que beaucoup de familles sont pratiquement paralysées. Elles ont mis leur vie personnelle de côté, leur vie professionnelle de côté, leur vie familiale de côté pour s'occuper exclusivement de leurs enfants. Et donc, s'occuper précocement de l'autisme à la naissance, autour de 3 ans, c'est permettre
de telle sorte que ces femmes, ces mères, ces femmes d'entreprise, ces femmes leaders soient épanouies. Et si elles sont épanouies, c'est la société qui est épanouie. En 30 secondes, rapidement, on va revenir sur les 4 signes. Les 4 signes. Les 4 signes, c'est... Première des choses, Oui. si vous avez un enfant qui est âgé de 18 mois ou de 2 ans, qui ne suit pas du regard. Deuxième chose, qui entend, mais qui ne réagit pas à l'appel. Deuxièmement, qui ne parle pas, ou bien qui émet des sons, mais pas des mots. Quatrième chose, qui ne pointe pas les objets. Ces 4 éléments doivent vous amener, doivent vous alerter. Et aller dans le centre de santé le plus proche, c'est ça. Insister, persister, et le programme est là pour vous orienter. D'accord. En tout cas, merci à vous, professeur Kwa Asemameda, pour toutes ces informations. On se fera donc le relais chaque fois qu'on aura un retour. On vous reviendra donc pour ces cas pratiques que vous vous engagez aujourd'hui à prendre en charge avec le soutien donc des ONG. Madame Sandrine Kanga, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association Parents au cœur bleu, à qui nous faisons déjà, en nous disant merci à tous ces parents. Je suis aussi ma présidente. Tous ces parents, Madame la Liko présidente Magoui. aussi. Voilà. D'accord. Vous avez dit madame? Liko Magoui. D'accord. Merci beaucoup la présidente. Merci encore à vous, professeur Kwa. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute et également directeur coordonnateur du programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire. Merci également à l'équipe de réalisation. Merci tout à vous. Prenez soin de votre santé. À très très bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.